Bonjour et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Je suis contente de vous retrouver cette semaine et aujourd'hui j'avais un peu envie de parler de la façon dont il faut se présenter, notamment lorsque vous allez passer un entretien de recrutement, lorsque vous allez rencontrer un recruteur. Vous savez qu'il va y avoir les Journées Québec bientôt sur Paris, donc vous allez certainement pour certains aller à la rencontre de ces recruteurs. J'aimerais donc pouvoir échanger avec vous. Vous avez certainement dû lire qu'au Québec, on se tutoie très facilement, on se dit le tu, et que ça sort comme ça tout seul. Alors quand même, malgré tout, dans un entretien de recrutement, attention, même s'il n'y a pas cette différence hiérarchique de patron-employé, malgré tout, ce serait bien d'utiliser quand même le vouvoiement. Après, si vous voyez que la personne vous tutoie, forcément, vous passez au tutoiement également. Mais dans un premier temps, je vous conseille quand même de parler au vouvoiement, surtout si c'est sur des postes qui sont basés en général sur Montréal. À Montréal, on se vouvoie d'un point de vue du travail, sauf si on décide d'un commun accord de se tutoyer. Donc voilà, ça reste quelque chose de vraiment important. Et puis également, j'ai eu l'occasion de partir en fait sur Sherbrooke, d'ailleurs, très jolie ville. Je vous avouais que j'en avais entendu parler, je ne l'avais jamais visité. Il y a des belles choses qui sont mises en place, notamment pour l'accueil des immigrants. Ils sont d'ailleurs en recherche de personnes pour leurs entreprises là-bas, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de la ville. Il y a une très jolie présentation qui est faite. Et lorsque j'étais à Sherbrooke, en fait, j'ai assisté à des rencontres entre immigrants et employeurs. Et voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu titillée, et notamment sur la présentation. Même si vous êtes ici au Québec, même si vous êtes déjà installé, faites attention quand même à votre présentation, mais c'est pas la peine de sortir votre 31 et d'être non plus extrêmement... voilà, être complètement en inadéquation par rapport au poste qui est demandé. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient une casquette ou qui étaient en basket. Voilà, malgré tout, ça peut être un petit côté, je pense, casual chic, un peu joli. Malgré tout, on fait attention à sa tenue, on essaye de s'exprimer correctement. On n'oublie pas d'expliquer ce que l'on a déjà fait, ce qu'on sait faire, parce qu'on a basé énormément sur ce que vous avez déjà fait, en fait, plus que sur vos diplômes. Ici, le diplôme sert à avoir une qualification et à prouver, en fait, sur certains métiers que vous avez passé les étapes diplômantes qui vont vous permettre de vous donner le droit de pouvoir travailler dans ce domaine. Maintenant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas passé un diplôme spécifique en ressources humaines que vous ne pouvez pas accéder à un poste de ressources humaines, surtout si c'est une expérience que vous avez et que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans vos autres métiers et que vous avez des références et qu'on puisse appeler votre employeur, même en France, même en Europe, pour se renseigner et savoir si effectivement vous avez bien fait ce travail. Donc, c'est vraiment basé sur votre expérience et les atouts, ce que vous avez fait dans votre expérience. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit retrouver dans le CV. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, votre présentation, il y a une façon de vous présenter claire, soyez souriant, soyez aimable. Bon, ça, je suis sûre que vous serez tous aimables. Mais voilà, ayez un discours dynamique et puis pensez un peu à vos forces et à ce que vous pouvez apporter. C'est un entretien, ça se prépare, donc n'hésitez pas à aller voir sur différents sites internet, notamment Emploi Québec. Il y a pas mal d'endroits, des informations qui vous sont données sur les questions que les employeurs peuvent être amenés à vous poser. Donc n'hésitez pas à préparer cet entretien. Et je reviens sur la ville de Sherbrooke. En fait, pour moi, Sherbrooke, c'est dans l'Estrie. L'Estrie, c'est les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est, on m'a toujours dit que c'était une région plutôt anglophone. Alors, il faut savoir que la ville de Sherbrooke, tout se passe à 98% en français. Il y avait une très belle association là-bas où je lui ai posé la question de savoir s'il fallait absolument être bilingue pour travailler en Estrie, parce qu'on est quand même à 15-20 minutes de la frontière américaine. On m'a annoncé que non. Donc, je vous invite à aller voir sur notamment le site de la mairie de Sherbrooke pour voir en fait quels sont les emplois. Il y a un certain nombre d'emplois qui sont répertoriés.
peut-être que vous pourriez accéder à ces petites annonces d'emploi et voir si au niveau de la langue, dans cette région, on vous demande de savoir parler anglais et d'être bilingue ou pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est un petit renseignement que je voulais vous donner suite à cette jolie visite. Cette semaine, on accueille Marie, qui a immigré il y a à peu près 4 ans, qui a une jolie expérience d'immigration et qui vient nous la raconter. Elle est arrivée ici avec ses 4 enfants et c'est une jolie histoire. Et puis bien sûr, on retrouve tout de suite après la pause, bien sûr, Valérie qui va venir nous parler une fois de plus des réglementations liées à l'immigration, au permis et au visa. Et en fin d'émission, on retrouve Fabrice qui est là pour nous parler de l'immobilier à Montréal. Donc, je vous souhaite une très belle émission et on se retrouve tout de suite après la pause. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Alors aujourd'hui, quel est le sujet? Alors le sujet du jour, c'est visiteur, le statut de visiteur au Canada. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas faire avec ce statut? Donc un statut visiteur, c'est un touriste. C'est un touriste qui vient donc ou avec son AVE, d'accord, ou avec son visa de visiteur. D'accord. Et un touriste, ça peut être quelqu'un qui vient passer une conférence ou... Alors le visa de touriste, on l'avait vu dans une autre capsule, hein, ça englobe pas mal de choses. D'accord. Ça va de l'étudiant de courte durée, moins de 6 mois, qui viendrait faire des études... un petit stage de langue. Ouais, stage de langue, une petite formation qui donne pas vraiment de diplôme. Ouais, c'est pas certifiant et oui, c'est pas diplômant ni certifiant, mais du coup, c'est une petite formation de moins de 6 mois. On n'a pas besoin de permis d'études. Je viens juste avec mon visa de visiteur ou mon AVE et je fais ce que je dois faire au Canada. Pareil pour les hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui viendraient en réunion d'affaires, en conférence, qui viennent rencontrer des clients. Pour 5-10 jours, c'est ça. Ou même un mois, c'est pas très grave, mais... là, ils peuvent venir, enfin c'est sûr qu'à un moment on va commencer à se poser des questions. Oui, ou un comédien. Mais il y a de la formation interne, parfois des sociétés, il y a des gens, ils font venir des spécialistes, quelque chose, ils ont besoin de former le personnel localement, voilà, ils peuvent venir. Oui, c'est ça, il y a un savoir assez spécifique. Voilà. Donc ces gens-là, ils peuvent venir en tant que visiteurs et faire ce qu'ils ont à faire pour une période donnée. D'accord. Voilà, bon. Mais en tant que visiteur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est ce point que nous voulons insister aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est visiteur? Donc déjà, des études de plus de 6 mois. Ok. Ça, on peut pas. Il faut demander un permis d'études. Ok. Ou on ne peut pas travailler, faire un stage ou du bénévolat. On ne nous l'accordera pas de toute façon. Hein. On ne nous l'accordera pas. Les employeurs ou même les organisations ou associations qui auraient besoin éventuellement de bénévoles pour fonctionner vous diront mais non, on ne peut pas, vous êtes juste visiteur. C'est ça. On va le réserver parce que en fait le bénévolat ici c'est quand même assez ancré. C'est très important. C'est très important. Ça fait même partie des études au niveau du secondaire. Les étudiants doivent faire un certain nombre d'heures de bénévolat. Donc en fait, on garde un peu ces heures de bénévolat pour les Canadiens, les Québécois, les résidents permanents. Et puis en plus, c'est ancré, je veux dire, les gens, ils le font naturellement. Tout le monde donne de son temps pour faire fonctionner une association, une organisation. Dans les hôpitaux, ils ont besoin d'aide. Voilà, tout le monde donne un peu de son temps pour que la société fonctionne. Oui, c'est sûr. Donc c'est interdit. Vous, c'est très gentil de vouloir venir le faire depuis l'extérieur, mais il y a un permis, il y a une dispense C50 de mémoire qui vous permet de venir travailler pour une organisation religieuse, humanitaire. Ouais. Et mais là, c'est pareil, c'est un agent qui vous autorise à venir faire dans un endroit spécifique, dans une organisation donnée, voilà. Donner de votre temps. Non, puis même un employeur, de toute façon, ne vous recrutera pas. Frédéric en parlait la semaine dernière. Et je veux dire, vous pouvez faire des recherches. Tant que vous n'avez pas un statut vous autorisant à travailler, personne ne vous prendra. Donc c'est pareil, c'est comme le bénévolat, le stage. Oui, alors le stage, si on n'a pas un statut, fait partie de vos études, c'est partie intégrante de vos études. C'est pas tiens, je me ferais bien un petit stage. Ouais, c'est ça. Non. Le stage, il est forcément avec une convention de stage de votre école ou d'institut ou université avec un employeur au Canada. Ouais, donc ça rentre vraiment dans un cadre très précis. C'est pas je vais me faire un petit stage. Et il y a un visa pour ça. Et il y a un visa, c'est le stage coop, donc sous Expérience Internationale Canada. Et donc, vous demandez si vous avez moins de 36 ans, dans le cadre de vos études, ce petit stage pour compléter votre formation. OK. Sinon, non.
Sinon, malheureusement, il va falloir trouver un employeur qui va faire toutes les démarches pour que vous obteniez votre permis de travail. Non, il y a certains organismes, comme une chambre de commerce, qui peut octroyer des stages de 4 mois pour que les gens aient une première expérience, mais auquel cas, il faut que la personne soit résidente permanente. Donc, une fois de plus, statut visiteur, ça ne marche pas. Et alors, l'autre cas de figure dont on entend beaucoup parler sur les forums, c'est les personnes qui plaquent tout. Alors là, je vends tout, hop, je prends tout le monde, femme, enfant, chien, chat, la petite souris, le hamster, et on vient s'installer au Canada. Non, comme visiteur, on ne fait pas ça. Alors là, le douanier, il va le sentir, mais... Oui, il va le sentir déjà gros comme c'est ça. Gros comme le container qui vous accompagne. C'est ça. Surtout qu'il y a un container à la clé. C'est ça, évitez le container, s'il vous plaît. Ou les 18 valises. Non, parce qu'un visiteur, il est là pour une courte durée et pour une raison précise. Là, c'est ça, c'est une valise par personne. C'est visiter et pas s'installer. Voilà. Donc, si on vient dans le but de s'installer... Vendez tous vos vêtements, vendez tous vos biens. Ouais, non, on n'est pas du tout dans le même... N'apportez pas vos 50 ordinateurs et votre machine à café. Non, surtout qu'avec l'électricité ici, ça ne marchera pas. Mais surtout... Si, moi j'ai la mienne. Je te signale que j'ai apporté mon Thermomix et ma machine à café. D'accord. Mais j'étais légale. Ok. mais donc voilà quoi. Donc on ne vient que dans ce but précis. Enfin, quand on est visiteur, c'est pour visiter, pour prospecter. On peut venir prospecter. Alors effectivement, si durant votre voyage de prospection, super, vous trouvez par chance, il y a un employeur qui veut bien faire toutes les démarches pour vous. Parce que vous êtes exceptionnel et qu'il ne trouve pas votre profil. Voilà, très bien, très très bien. Vous pouvez commencer les démarches tout en étant ici. Et puis, comme on en parlait la semaine dernière, vous ferez votre tour du poteau quand vous recevrez votre lettre qui vous invite à aller retirer votre permis de travail au point d'entrée. Mais c'est risqué. Non, c'est pas risqué, c'est que c'est pas sûr de trouver un employeur. C'est pas sûr de trouver un employeur. Donc, moi, je dirais, si vraiment vous voulez venir prospecter, puis prendre le temps de découvrir le Canada, et puis vous en imbiber là, vous dites, on se fait une petite année, à la limite sabbatique, où on prend des permis d'études pour les enfants, on leur obtient le CAQ, permis d'études pour s'assurer, parce que les enfants, en tant que visiteurs, ne seront pas admis à l'école. C'est ça, ils n'ont pas le droit. C'est ça. Aucune école n'en prendra. Peut-être les privés encore, ça se négocie, mais alors dans le public, rien du tout. Donc ça va vous compter bonbon, quoi, sachez-le. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Et puis surtout, c'est ça, ils sont sur un statut rien du tout, donc il n'y a pas d'assurance maladie. Non, il n'y a rien. Donc on se met vraiment aussi en danger par rapport à la santé, non? Oui. Donc on ne fait pas ça. On prend éventuellement pour les enfants leur CAQ, permis d'études, si on vient au Québec. Et puis vous serez en tant que visiteur, vous n'aurez le droit de rien faire. Pas le droit de travailler, il n'y a pas de permis ouvert, c'est ça. Quelques cours d'anglais. Pas de bénévolat. Pas de bénévolat. Toujours pas de stage. Et vous aurez juste le droit de prospecter. Voilà, c'est ça, chercher un travail. Un employeur éventuellement qui voudrait bien faire toutes les démarches, passer des entrevues. Sachant que l'employeur, ça lui prend 3 mois, mais c'est 3 mois longs d'enquête, coûteux, sauf si vous faites partie d'un métier, c'est ce que... Ouais, simplifié, mais c'est coûteux quand même. Mais c'est coûteux quand même, ça coûte combien pour une entreprise? 1400 au Québec. Ouais, c'est ça, $1 400. Donc, après, voilà, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui le feront. Certainement. Mais en tout cas, on évite de tout plaquer dans son pays d'origine et d'arriver comme visiteur avec toute la famille pour tenter sa chance. Non, c'est ça. Je vous le conseille pas. Non, on ne vous conseille pas. C'est vraiment prendre beaucoup de risques pour pas beaucoup de réussite à la fin. C'est ça. Donc non. Et puis beaucoup de stress. Et beaucoup de stress. Ça fait passer par des... Moi, j'ai vu des enfants déscolarisés pendant 6 mois. Toute la famille était énervée parce que les enfants étaient à la maison depuis 6 mois. Les parents n'en pouvaient plus. C'était limite le divorce. La soupape, l'école, la soupape de décompression. Non, là, c'était juste pas possible. Donc non, on ne fait pas ça. Alors justement, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça parce que c'est juste, vous allez vous retrouver vous n'êtes pas chez vous, pas dans votre culture, loin de la famille, loin des amis. C'est ça. On ne se met pas en plus une couche de stress supplémentaire en se disant, tiens, on va jouer l'aventure. Il y a un âge pour tout. Je dis, quand on est tout seul, on peut se permettre de jouer un petit peu à l'aventure. Quand on est en famille, on ne prend pas ce risque. Et je vous rappelle quand même que Valérie est consultante réglementée en immigration canadienne, qu'elle a passé un diplôme pour ça et qu'elle sait parfaitement de quoi elle vous parle. Non, mais c'est surtout que je parle en tant que maman. Là j'ai mère de famille. Aussi, en plus. J'ai fait quand même deux expatriations. Oui, c'est ça. Non, on n'arrive pas comme ça dans un pays à jouer l'aventure. Je l'ai fait à une certaine époque, oui. Sans enfant avec un bébé, à 28 ans, on est arrivé comme ça au Chili sans rien. Hein.
comme touristes, mais à l'époque, le Chili était très ouvert à ce genre de procédure. Donc, ils étaient ouverts à ce qu'on demande après ça, qu'on règle un peu tout sur place. Mais ici, ils sont pas ouverts à ce genre de choses, quoi. C'est pas du tout. C'est ça. Ouais. Donc, on est en Amérique du Nord. Oui. Il donc, y a des réglementations et on les suit. Et on les suit. Donc, du coup, non, ici, on applique un peu la règle du jeu et puis puis on prend le temps de s'organiser puis de faire les choses bien. Ça prend du temps, de l'argent, ça on l'a toujours dit, mais on le fait. De toute façon, ça coûtera aussi de l'argent si je viens en visiteur, que j'achète ma maison, que j'ai tout vendu, que j'ai tout déménagé, et puis que finalement je trouve rien et que je suis obligée de repartir, et que peut-être que je suis obligée de partir en panique, donc de revendre ma maison moins cher que ce que je l'ai acheté pour qu'elle se vende vite. Donc, quelque part, vous perdez une somme d'argent dans ces cas-là. Ne mettez pas tout ce que vous avez acquis à la poubelle pour une immigration certes sympathique, mais dont vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne et que ça vous plaise. Exactement. Donc voilà, jouez plutôt la carte sûre et puis donnez-vous les moyens de réussir. Bon, écoute Valérie. Sur ces sages paroles. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Et puis nous, on se retrouve après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Marie. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Merci d'avoir accepté. Alors, on va enchaîner une petite sélection de questions. Et la première, c'est de savoir quelle a été la raison de ton départ. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir de la France pour venir vivre ici au Canada ? Alors, la raison du départ est toute simple, en fait, elle s'appelle changement de vie. D'accord. Mon ex-mari, je suis déjà en train de présenter un petit peu les choses. Le tableau. Voilà, le tableau, était en situation professionnelle un petit peu compliquée, n'avait plus envie tellement de refaire des affaires en France. Et moi, j'étais dans un mouvement, alors moi j'étais maman au foyer depuis des années, j'ai 4 enfants, donc voilà, ça me permet de me présenter aussi. Et donc, j'avais envie de bouger, j'avais envie d'aller vers autre chose, j'aspirais à autre chose. Je me sentais en fait un petit peu coincée, un peu serrée, un peu il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient plus du tout et j'ai effectivement eu envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait. D'accord. Et comme le père des enfants était dans le même mouvement que moi, et ça s'est très bien passé. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait du coup que vous avez choisi le Québec ? Est-ce qu'au départ c'était le Québec ou est-ce que vous avez eu d'autres envies ailleurs ? Non, on a eu d'autres envies. On a eu les États-Unis, San Francisco. Mais ça c'était quelques années auparavant et en fait pourquoi le Québec? Alors ça s'est passé, moi je viens du nord de la France, ça s'est passé le 13 janvier exactement 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. On était en train de déjeuner avec les enfants un dimanche midi et la neige s'est mise à tomber dans le nord, des gros flocons, là, des grosses boules de coton et j'étais émerveillée et donc j'étais avec les enfants, j'étais en train de dire oh, j'adore ce temps, ça me met une énergie dingue, j'adore, etc. Voilà, et là ma fille aînée m'a regardée, elle m'a dit pourquoi tu déménages pas à Montréal, au Canada? Et là, en fait, ça a été exactement comme la petite flèche de Cupidon, c'est-à-dire ça a été une révélation, ça a vraiment fait le tour de mes cellules. Et là, j'ai regardé mon mari à l'époque et je lui ai dit, c'est exactement ça, on va partir vivre à Montréal. Et là, il était un petit peu sidéré. Et puis, 2-3 heures après, parce qu'il me disait, t'es sûre, t'es vraiment sûre? Je lui ai dit, ce serait peut-être quand même bien qu'on aille voir, parce qu'en fait, je connais absolument pas le Canada. D'accord. Donc voilà, et donc on est parti effectivement, 2 mois après, on est venu 3 jours à Montréal. D'accord. Et en fait, assez étrangement, quand je suis arrivée à Montréal, donc je connaissais vraiment pas du tout le Canada, j'ai jamais mis les pieds au Canada de ma vie. États-Unis, je connaissais bien, mais pas du tout le Canada. Et bien quand je suis arrivée à Montréal, tout de suite, je me suis dit, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Tout de suite, j'ai su que c'était là où effectivement j'allais trouver ma nouvelle place. Ça a été immédiat. Donc 3 jours, ça m'a suffi. On est revenu et on a mis tout en route avec une avocate pour l'immigration, pour les visas, etc., pour pouvoir partir à la fin de la scolarité, de l'année scolarité des enfants. Wow, extraordinaire. Et alors justement, en parlant d'enfants, donc tu as combien d'enfants? 4, hein, tu donc viens de me dire. 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. D'accord. Des grands enfants. Ouais, c'est ça. Et donc quand ils sont arrivés, bien sûr, il y a dû y avoir certainement le choix du système scolaire. Quel a été votre choix par rapport aux enfants? Alors déjà, on est parti avec 3 enfants sur 4. Notre aînée, à ce moment-là, n'avait pas envie de partir de France. Elle avait 20 ans à l'époque. Donc on l'a laissée à Lille, parce qu'on
on habitait donc à côté de Lille, donc on l'a laissé à Lille, voilà. Pour les 3 autres, alors ça a été des parcours un petit peu différents. Les 2 garçons qui sont les plus jeunes, eux étaient dans une école internationale, donc dans le système français, mais une école internationale. Donc on a décidé de les laisser dans le système français où finalement ils étaient bien, et donc on les a mis à Marie de France, donc une des 2 écoles françaises ici, pour qu'ils continuent le parcours jusqu'au baccalauréat du système français. D'accord. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour les 2 garçons. En revanche, Agathe, elle venait d'avoir son baccalauréat dans un collège privé en France et parlait de faire médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Montréal, enfin au Canada, pour faire médecine, il faut avoir un dossier béton. En béton armé. C'est même pas du 19 de moyenne, c'est du 20,25 comme on est capable aujourd'hui de l'avoir. À l'université, voilà. C'est ça, c'est une sélection sur dossier. Sur dossier, voilà. Et en tant qu'étudiante étrangère, parce que c'est ce qu'elle était, alors là, ils en prennent, à l'université de Montréal, ils en prennent peut-être 3 ou 4, pas plus par an, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il faut vraiment des dossiers absolument extraordinaires. Chose qu'elle n'avait pas du tout. Ouais, il faut une cote R, etc. Voilà, donc du coup, il fallait qu'elle passe par un système parallèle. Donc en fait, elle a intégré un cégep, qui finalement est l'équivalent d'une première terminale. Donc, alors cégep, oui, c'est ça, si tu me permets de te couper, c'est un collège d'éducation générale et professionnelle, et effectivement qui correspond à première terminale. Voilà, qui correspond à une première terminale. Donc on peut se dire, c'est étrange, alors qu'elle a eu son baccalauréat, pourquoi elle n'est pas partie sur un autre cursus, etc. Agathe n'était pas très sûre d'elle. Le fait de se retrouver dans le cégep, qui est en fait ici considéré dans le système québécois comme une pré-université, moi je trouvais que c'était très bien. Ça allait lui donner justement ce petit côté un petit peu autonomie, indépendance dont elle avait besoin, qu'elle n'avait pas du tout. Parce que finalement, dans nos écoles privées en France, les enfants sont vraiment extrêmement protégés et couvés, d'une certaine manière. Vous allez me dire, peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tous les cas, là où était Agathe, oui. Et du coup, voilà, je m'étais dit, c'est bien, elle va passer par ce système intermédiaire. En plus, l'avantage du cégep, c'est qu'elle est rentrée dans un programme, que si le programme ne lui plaisait pas, elle avait absolument la possibilité de pouvoir en changer. N'importe quand dans l'année? Alors, pas n'importe quand, en fin de session. En fait, il y a la session automne, la session il y a 3 sessions. Hiver, voilà, et la session été. C'est ça. Donc voilà, et donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'Agathe a intégré un programme scientifique parce qu'elle partait dans l'idée de faire médecine. Elle s'est rendue compte qu'en fait, la physique, la biologie et les sciences naturelles, elle n'aimait pas du tout. Pour médecine, c'est un petit peu embêtant. Donc du coup, elle a décidé de partir en fait sur un programme beaucoup plus littéraire. Et elle a intégré ce programme. En même temps, elle a vu des conseillers d'orientation. Et puis, en fait, elle est partie en psychologie. Donc aujourd'hui, elle est en 2e année d'université, Université de Montréal en psychologie. Elle est très heureuse, très épanouie. Ces 2 ans de cégep lui ont vraiment fait du bien, lui ont permis d'acquérir vraiment ce petit manque de maturité qu'elle n'avait pas. Voilà, donc vraiment... Et toi, en tant que maman, est-ce que tu as senti vraiment des différences entre les 2 systèmes d'éducation ou est-ce que ta fille, en fait, t'en a parlé de cette approche, en fait, pour les professeurs ou du travail qu'on leur demande, les projets, la façon dont est traité l'enfant? Est-ce qu'il y a un système de hiérarchie entre le prof et l'enfant? Est-ce que ça, vous en avez parlé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent chez l'enfant ou pas du tout? C'est pas... Est-ce que ça lui a redonné confiance en elle ou pas? Oui. Après, c'était peut-être déjà une excellente élève, donc elle avait peut-être pas un problème de confiance. Non, c'était pas une excellente élève et elle n'avait pas du tout confiance en elle. Ça lui a vraiment fait du bien, ça c'est sûr. Déjà parce que au Québec, on vous prend tel que vous êtes et pas pour ce que vous paraissez. Ce qui souvent dans nos écoles en France, privées de surcroît, n'est absolument pas le cas. Si vous n'avez pas le jean, le truc, telle marque, tel machin, etc., vous êtes vite catalogué. Et pour une raison X ou Y, vous pouvez très vite être catalogué. Donc il y a des étiquettes qui sont posées aussi bien par les professeurs que par les jeunes. Voilà, je connais pas les noms des codes aujourd'hui, mais bon voilà. Ici au Québec, c'est pas du tout ça. Agathe n'osait jamais mettre une petite jupe pour aller dans son collège privé en France. Je l'ai vu partir en short au cégep. Il y avait une véritable liberté à ce niveau-là. Donc déjà, elle a repris confiance en elle à ce niveau-là. Elle a repris confiance en elle aussi au niveau de ses capacités scolaires parce que les professeurs traitent vraiment les élèves comme des adultes responsables. Ça, c'est donc, dès le cégep. Donc cégep, c'est 16 ans. Alors peut-être pas Agathe puisqu'elle devait avoir 18 ans. Mais l'entrée au cégep, c'est entre 16 et 18.
Bon, mon mari a 45 ans est rentré au cégep, donc c'est possible. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour vous décrire un peu l'ambiance. Oui, mais en fait, Agathe me disait que même en arrivant à 18 ans, la moyenne d'âge était 18 ans. Elle ne s'est pas du tout sentie plus jeune ou ni plus âgée. Elle se sentait vraiment tout à fait à sa place. Mais Jérôme, qui a 48 ans, mon époux, se sent tout à fait à sa place au cégep. Non, mais bon, c'est vrai que c'est ce que tu t'expliques, c'est qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Non, il n'y a aucune notion de jugement. Et au contraire, il y a beaucoup d'acceptation, c'est-à-dire que il y a tout un système qui en met en place. Si jamais l'enfant n'est pas bien, il peut aller voir un responsable qui peut ensuite l'orienter pour aller voir tel spécialiste, tel machin. Enfin, il y a une vraie prise en charge de la personne en tant que telle. Et alors le parent, est-ce que le parent a sa place dans le cégep? Alors là, en revanche, non. Si, pour payer, ça c'est sûr. Voilà, mais sorti de ça, il faut être très clair. Non, dans un cégep, l'enfant est considéré comme un adulte. Donc tout passe par lui. Si quelque part il n'a pas envie de vous montrer ses notes, eh ben, il ne vous les montrera pas. C'est lui qui a accès, nous on n'y a pas accès. Ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. C'est ça. Mais en même temps, c'est une manière de rendre autonomes et responsables aussi nos enfants. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour autant, mon fils de 19 ans, enfin qui a aujourd'hui 19 ans, à l'époque, j'aurais pu aussi l'orienter vers un cégep. Je ne l'aurais pas fait parce que justement, lui, il avait un tel manque d'autonomie et de maturité. Si je l'avais mis dans un cégep, il n'aurait pas travaillé, il se serait complètement perdu. Il faut quand même, je pense, vraiment avoir quand même une forme de maturité pour accéder au cégep. Si l'enfant est trop jeune ou trop... Enfin voilà. Oui, alors après, il faut aussi faire confiance à la pédagogie, mais c'est vrai, hein, moi j'ai un peu cette même pensée quand je vois la quantité de travail qui est demandée et quand je vois ce qu'on demande à mon cher et tendre. Donc je suis assez d'accord, et en même temps je pense qu'il y a une certaine pédagogie chez les professeurs, et puis il y a des centres d'aide, mais c'est vrai qu'un enfant qui ne veut, enfin un jeune qui ne veut pas travailler, que ce soit au cégep ou à l'université, bah, il ne travaille pas parce que d'abord, il part du principe que, je veux dire, un jeune dès l'âge de 15 ans peut travailler et travailler en dehors. Donc, je veux dire, il y en a qui sortent du système scolaire et qui y reviennent des années plus tard. Donc ça c'est sûr et certain. Alors, et donc ton dernier, lui, est resté dans le système français. Il est toujours dans ce système français. Et mon petit dernier est toujours dans le système français. Il est en première avec le bac français. Donc arrive là. C'est plus une école. Enfin, c'est un système français, mais c'est une école internationale, 96 ou 100 nations représentées dans l'école. Oui, il y a plus de 70 nationalités différentes, quelque chose comme ça. Donc voilà, une belle ouverture sur le monde. Oui, une très belle ouverture sur le monde. En revanche, effectivement, peut-être pas beaucoup de Québécois, malheureusement. Ouais. Bon, on est quand même au Québec, donc faut quand même pas l'oublier. Ouais, c'est ça. Mais bon, non. Et puis quand même une pédagogie qui se rapproche plus, je trouve, des systèmes québécois que du système français. Même s'il y a un programme français qui le respecte, etc. Mais est-ce que pour un enfant qui a un trouble de l'apprentissage et de la dyslexie, tu recommanderais quand même cette école ou tu mettrais quand même des pincettes? Moi, dans mon expérience personnelle, parce qu'après, évidemment, on est tous avec chacun nos expériences, je vais vous dire oui, pour la simple et bonne raison que Baptiste, quand il est arrivé ici, avait un dossier scolaire absolument épouvantable venant de la France. Il a redoublé sa seconde en arrivant ici au Canada, donc dans le système français, et en fait a été détecté ici à Marie-de-France un trouble de l'attention qui n'avait jamais été détecté, où il était dit qu'il était feignant, qu'il était tête en l'air, etc., etc. Ça, c'était en France. Et ici, tout de suite, ils ont mis le doigt dessus tout de suite. Donc, on a fait faire tous les tests, etc. Effectivement, il a bien un trouble de l'attention qui, du coup, a été vraiment pris en charge et vraiment pris en compte. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un soutien extraordinaire de la part de l'école et des professeurs. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Tout le monde ne dit pas ça, mais c'est une bonne nouvelle que ça puisse marcher. Expérience positive pour moi. Donc chacun son expérience. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des généralités. Voilà. Ça m'est arrivé d'en faire, mais donc voilà. Et alors, à toi, parce que là, donc tes enfants, a priori, ça leur a apporté un certain épanouissement. Ah oui, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous épanouis? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont heureux de ce choix de vie que vous avez fait? Ou est-ce qu'ils vous le reprochent? Comment ça se passe? En fait, chose assez surprenante, parce qu'on est quand même parti avec
3 adolescents, même si Agathe avait 17-18 ans, on est quand même parti avec 3 adolescents. Et en fait, ils étaient contents de partir également. Moi, je pars du principe que si les parents sont heureux, sentent que leur épanouissement, d'une certaine manière, est là-bas, les enfants suivent. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Les 3 enfants étaient contents de venir à Montréal. Et en fait, ils sont tous très contents d'être ici à Montréal. Mon aîné nous a rejoint à Montréal l'année dernière, finalement. Ouais. Donc maintenant, j'ai mes 4 enfants. Donc mère poule que je suis, j'ai mes petits poussins autour de moi, je suis ravie. Voilà, qui sont tous les 4 ici. Et les 4, finalement, sont ravis d'être ici. Ne parlent absolument plus de repartir faire des études en France, de quoi que ce soit. Ils n'ont jamais parlé d'ailleurs, de toute manière. Et même notre aîné qui, au début, avait un peu de mal, là, ça y est, eu un déclic. Et en fait, elle se rend compte à quel point tout est mis en place ici pour un épanouissement personnel dont ils avaient grandement besoin. D'accord, bah écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Donc vous qui nous écoutez, voilà, une belle expérience. Et alors toi Marie, concrètement, est-ce que ça t'a apporté quelque chose cette immigration? Est-ce que ça t'a transformé? Est-ce que ça t'a bouleversé? Voilà, enfin qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à une personne comme toi, enfin voilà, parce que tu as des artistes qui se révèlent. Voilà. Alors effectivement, moi j'ai pas mon côté artistique qui s'est révélé, parce que j'en ai certainement un, mais aujourd'hui je ne le connais pas. Donc voilà. Mais en revanche, ça m'a quand même apporté effectivement un vrai changement de vie. C'était ce que j'étais venue chercher. Je venais pas au départ chercher ça, mais bon, j'ai divorcé. D'accord. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc séparation il y a 1 an et demi, mais extrêmement bien vécu d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que quelque part c'était ancré déjà que le fait de venir ici, voilà, ça allait se passer, même si on n'est pas parti pour ça, c'était pas conscientisé. Non, du mais tout. peut-être que le problème était déjà là et que l'immigration ne l'a pas changé finalement. Non, au contraire, je pense que l'immigration l'a plutôt autorisée. Voilà. Ouais, c'est ça, des choses qu'on se permettrait peut-être pas forcément voilà. Dans un carcan, une éducation. Bon, enfin. Et écoute, moi, ce que ça m'a apporté, du coup, c'est une liberté de vie, véritablement, dont j'avais vraiment besoin. Une autonomie, une indépendance, alors évidemment liée au divorce, mais voilà. En fait, dans ce pays qu'est le Québec, enfin, qui est le Canada, qui est Québec, et qui est assez matriarcal, du coup, moi, je trouve ma vraie place en tant que femme. Donc j'aime assez ça évidemment, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Après avoir été maman au foyer pendant des années, ça y est, je prends des formations, je fais des formations en France, mais je commence à me mettre à travailler. Enfin voilà, je suis en train de mettre en place plein de choses que j'aime, qui m'ont toujours plu, mais maintenant où j'ai un véritable but, qui est qu'effectivement, maintenant je vis pour moi. Donc voilà, j'ai cette notion de vie pour moi qui est devenue importante et qui est là. Sortir des jugements aussi, du regard de l'autre, est-ce que ça fait partie de quelque chose qu'on quitte en arrivant ici ou Alors c'est quelque chose que moi j'ai quitté. Après, je pense que c'est très propre à chaque parcours de vie en France. Dans l'univers dans lequel j'étais, oui, les regards, les jugements, les réflexions, on appartenait à une... J'appartenais à une forme de caste et on n'en sort pas. Donc voilà, alors on peut en sortir très certainement. En tous les cas, moi, en restant en France, je pense que je n'aurais pas eu le courage ou la force de le faire. Alors qu'ici, vraiment, j'ai le sentiment que tout est permis, tout est facile d'une certaine manière. Alors non, tout n'est pas si facile que ça, attention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais oui, il y a des étapes et des difficultés à affronter, mais en tous les cas, il y a un côté très positif et où on accompagne et on ne va pas dire que c'est pas possible et qu'on ne peut pas le faire en fait. Voilà. On va laisser l'autre faire ses choix. Oui. C'est vraiment, on est vraiment dans les gens qu'on va rencontrer, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de jugement, mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que finalement, ça fait 4 ans que j'ai immigré ici. Je connais très peu de Québécois parce que je reconnais que je suis arrivée très française, que c'est très compliqué de quitter mes habitudes de plus de 40 ans. Je ne vais pas révéler mon âge quand même, plus peu que Catherine, mais parce que je reste française jusqu'au bout des os quand même. Bon, voilà, je reste française, je l'avoue. Pour autant, j'adore le Québec. Je suis très respectueuse des Québécois, de leur manière de vivre, etc. J'essaye vraiment de m'appliquer au quotidien, de respecter toutes leurs règles, parce que c'est moi qui suis dans leur pays et c'est pas l'inverse. Ils m'ont pas invité. Et c'est important pour moi de vraiment
comprendre et sentir à fond ce pays. Mais pour autant, je l'avoue, je reste très française. Donc, je connais beaucoup de Français autour de moi. Tu as quand même quelques Québécois dans ton réseau d'amis, rassure-moi. J'ai quelques Québécois dans mon réseau d'amis, mais ce sont des Québécois qui sont en couple avec des Français. Donc, ce sont forcément des Québécois tombés en amour de la France et des Français. Voilà. Donc, c'est sûr que ça doit faciliter les choses. Non, mais ça, c'est sûr. Alors, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à ceux qui veulent immigrer, qui veulent arriver, qui sont en cours, pourquoi pas aussi d'immigration, puisqu'il n'y a pas que des personnes qui y réfléchissent, il y a aussi des personnes qui suivent du côté de Montréal, qui sont peut-être déjà là et puis qui ne s'y retrouvent pas ou qui vont arriver. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces gens qui nous regardent aujourd'hui Alors, pour les gens qui envisagent de changer de vie ou de partir à l'étranger pour vivre une nouvelle expérience, la première chose, c'est avant tout, c'est d'aller dans le pays et de le sentir, de voir comment on réagit dans son corps. Le premier voyage. C'est très important, je pense vraiment, d'aller voir comment on se connecte tout de suite à la ville où on a envie d'aller, de tenter une expérience de vie sur place. Je pense que ça, c'est le premier conseil. Après, la deuxième chose, c'est si la première année, quand on emménage, paraît compliquée, c'est normal. C'est juste normal, il ne faut pas se dire oh, ça y est, c'est moi qui ne vais pas, je déprime, etc. Non, la première année, en fait, on est un peu excité. La deuxième année, on peut. Oui, mais même dans la première année, il n'y a rien à faire. On part, même si on est heureux de le faire, même si c'est une vraie décision familiale de changer de vie, de partir sur autre chose, de tenter. On quitte tous ses repères pour arriver dans un nouveau pays où on n'a aucun repère. Et oui, ça prend du temps, Donc en fait, ça prend du temps à penser quand on sort d'un magasin qu'il faut pousser la porte. Voilà. Et puis, moi, je la tire encore. Et puis vous arrivez dans un supermarché et là, vous êtes déphasé parce que vous ne savez plus quels sont les bons produits. En fait, j'ai un gros conseil, la patience. Il faut être patient et surtout, il faut amener beaucoup de bienveillance. Avec soi, bien sûr, mais aussi avec le pays dans lequel vous êtes. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, c'est pas vrai, mais pour autant, Dieu sait que quand on se dit qu'on arrive quelque part, on peut trouver tellement de bien-être, d'autres choses, de nouveautés, c'est tellement une magnifique expérience, il ne faut pas hésiter à croquer dedans. Mais après, oui, on aura des moments de down et c'est normal. Donc, il faut se dire, je prends toujours cette petite phrase qui est au bout du tunnel, il y a toujours la lumière et la lumière sera d'autant plus belle quand vous arriverez au bout du tunnel. Donc, courage, patience, mais c'est génial. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Moi, maintenant, quitter le Canada, quitter Montréal, il n'en est pas question. Moi, je suis super malgré bien ici. La neige et 6 mois d'hiver. J'adore, mais j'adore, je continue à adorer. Je suis venue ici parce que j'adorais la neige. Alors, évidemment, je continue à adorer. Voilà, c'est ça. Donc, il faut aimer les sports d'hiver, avoir de la patience et de la résilience. Et puis être à l'écoute du pays, tu es d'accord avec ça? Et être à l'écoute du pays et ne jamais oublier qu'on n'est pas chez soi. Donc être très respectueux vis-à-vis des gens qui sont dans leur pays et des règles qui sont là. Vous êtes dans un nouveau pays, l'adaptation c'est primordial. Si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas vous adapter, alors dans ces cas-là, ne déménagez pas. Ouais, c'est ça. Si vous ne savez pas vous adapter, si vous ne trouvez pas, si vous n'y arrivez pas... Restez chez vous, mais c'est une expérience, c'est une aventure extraordinaire. Et c'est pas la France. Et ce n'est non, on est en Amérique du Nord. Attention. Bon, écoute, merci beaucoup Marie pour cette belle interview. Mais Géraldine, merci à toi de m'avoir reçue, c'est un vrai plaisir. Oui, toutes ces informations vont conquérir, je pense, toutes ces personnes qui écoutent notre émission. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. La parenthèse immobilière vous est présentée par Fabrice Wolzenlegel. Bonjour Fabrice. Bonjour Géraldine. Alors, comment vas-tu cette semaine? Je vais très bien, je te remercie. Bon, le printemps alors est presque arrivé, mais oui, pas encore. C'est ça, on y est, allez. On y croit. Si, il y a les feuilles sont là, des petites fleurs, ça arrive. Alors, cette semaine, on va parler vocabulaire. Parce que dans l'immobilier ici, il faut être bilingue, et il faut être bilingue français-québécois, et donc quelquefois il y a des termes qui sont des faux amis ou des trucs qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Donc l'explication, ça va être, on va prendre des termes que vous allez trouver très souvent sur des fiches de présentation, sur des petites annonces, sur des choses comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire?
on va essayer de vous donner des explications le plus clair possible et le plus rapidement possible. C'est vrai que oui, on se fait des petits mélanges parfois. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont communs, mais... Mais c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça, on réalise qu'on s'est trompé. Allez, c'est parti. Le premier faux ami, c'est le duplex. C'est ça. Eh ben non, si vous trouvez un duplex, vous n'allez pas trouver un appartement sur 2 étages. Vous allez trouver une bâtisse avec 2 appartements à l'intérieur. C'est-à-dire un appartement en haut, un appartement en bas. Et là, on décline. C'est-à-dire le duplex, c'est 2 appartements. Vous avez le triplex avec 3 appartements, quadruplex, etc. Donc ça, c'est le premier faux ami. C'est-à-dire que si vous voyez un appartement qui est sur 2 étages, ben, en règle générale, on va vous dire que c'est un appartement sur plusieurs niveaux. On ne va jamais vous parler de duplex ici. D'accord. Voilà. Donc le duplex, ça va être soit un appartement où tu as un rez-de-chaussée et un premier étage, soit un sous-sol, un demi-sous-sol et un premier étage, ou des choses comme ça, on est d'accord. Le duplex, c'est une bâtisse dans laquelle il y a 2 appartements distincts. Distincts. Et ensuite, ces 2 appartements, il peut y en avoir un, par exemple, au sous-sol, sur lequel il est sur 2 étages. D'accord. Voilà. Mais un duplex, c'est un bâtiment dans lequel il y a 2 appartements distincts. Important. Compris. Ensuite, c'est la taille des appartements. On parle souvent de 3,5, 4,5, 5,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le demi, c'est la salle de bain. D'accord. Déjà, soyons clairs. Après, il y a 2 pièces, salon et cuisine. Ok. D'accord. Donc ça, si vous faites un salon, une cuisine, une salle de bain, c'est un 2,5. Il manque juste une chambre. Et dès que vous rajoutez une chambre, c'est le chiffre qui suit. Donc un 3,5, eh bien c'est un appartement avec un salon, une cuisine, une salle de bain et une chambre. Et un 4,5, eh bien c'est un appartement avec 2 chambres. Et un 5,5, c'est un appartement avec 3 chambres. Il y a des petites variantes, mais en règle générale, avec ça, vous avez l'explication et la taille de l'appartement. Vous arrivez en famille, vous avez besoin de 2 chambres, bah vous cherchez un 4,5. C'est ça. Petite note aussi que vous allez trouver des fois sur des fiches ou des descriptifs de maison, principalement. Le tank à huile. Mais qu'est-ce que c'est que le tank à huile dans ma maison? Eh bien, alors le tank à huile, c'est le réservoir à mazout. C'est-à-dire, pour le chauffage, vous avez le tank et le réservoir, et l'huile, ici, c'est le mazout, ce qu'on connaît en France, donc pour faire le chauffage, pour faire le chauffage. Autre mention que vous avez souvent, c'est la notion de 5 électros. C'est quoi ces 5 électros? Vous louez, on vous dit il y a les 5 électros. Ben, les 5 électros, en règle générale, c'est le frigidaire, la cuisinière, le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse. Lave-linge, sèche-linge. Lave-linge, sèche-linge, voilà, c'est ça. Là aussi, il faut être bilingue. Ah, j'ai de mauvaises habitudes. Donc, avec ça, vous avez en règle générale le full package pour pouvoir vous installer et faire tout ce que vous avez à faire. Vous allez voir aussi souvent marqué « inclut les fixtures ». Qu'est-ce qu'on appelle les fixtures? Alors, les fixtures, dans la définition, c'est tout ce qui est fixé au mur, tout ce qui est fixé dans la maison. Des étagères qui sont fixées, vissées, normalement font partie du bien que vous allez acheter ou de la location que vous allez avoir. Mais très souvent, au jour d'aujourd'hui, on utilise ça pour parler des luminaires. C'est-à-dire principalement, quand on dit qu'il y a les fixtures qui sont incluses, c'est que les luminaires sont inclus et restent dans la location ou dans la maison que vous allez acheter. Vous ne pourrez pas repartir avec. Voilà, ils ne seront pas à vous, vous louez, ils sont là et vous les laisserez quand vous partirez. Il y a aussi la notion de pied carré, mètre carré. Parce qu'on est malgré tout dans un pays qui est anglo-saxon et quelque part, les surfaces sont très souvent données en pied carré. Je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques parce que ce n'est pas le propos, puis en plus je ne suis pas du tout doué, mais une méthode tout simple, c'est que vous divisez par 10. Quand vous voyez 1000 pieds carrés, ça vous fait 100 mètres, un petit peu moins de 100 mètres carrés. C'est 98, mais... mais ça vous donne une idée. 100 mètres carrés, ça va. Ça vous donne une idée, en tout cas, de la taille, avant de creuser un peu plus et puis d'aller un petit peu plus loin. Alors après, on va vous dire, waouh, j'ai trouvé un super appartement au premier étage. Attention, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Eh oui. Le deuxième étage est notre premier étage. C'est ça. Donc si vous trouvez un premier étage, vous êtes au niveau de la rue, vous profitez du jardin, mais aussi de la rue de l'autre côté. Il faut le savoir, d'accord? Aussi, une note que vous allez avoir régulièrement sur les fiches, c'est 3 plus une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai 3 chambres ou 4 chambres? Eh bien, en règle générale, vous avez 3 chambres dans l'étage principal et une chambre au sous-sol. Et c'est ça, en bas. Voilà, en règle générale, c'est ça. Le plus simple vous indique pour les chambres que c'est au sous-sol. Quelquefois, ça peut vous indiquer dans certains endroits que c'est... Une petite pièce derrière la chambre, non? Non, que c'est une pièce qui n'a pas de fenêtre, qu'on pourrait considérer comme une chambre, mais qui n'a pas de fenêtre. Ça, notamment, c'est vrai sur certains appartements du plateau ou du centre de l'île. Mais quand on parle de maison et que c'est 3 plus une chambre, c'est 3 chambres au niveau principal et c'est une chambre au sous-sol. Qui sont souvent des sous-sols à demi éclairés. Oui, voire, ça peut arriver que vous ayez la chance d'avoir une fenêtre pleine. Mais tout à fait. Mais en général, on vit dans les sous-sols. Hein, On vit beaucoup dans les sous-sols. Et d'ailleurs, ça fait penser aussi que vous pouvez aussi avoir la mention très souvent de basement ou de bachelor en location. Ce sont ce qu'on appelle des souplex, en fin de compte, donc des appartements qui sont
au sous-sol. Ils peuvent être des appartements très coquets, etc., mais qui ont juste un problème de luminosité. Donc il faut juste accepter l'idée de vivre dans quelque chose avec un peu moins de lumière. Un peu moins de lumière. Vous avez aussi très souvent la mention de une plus une salle de bain. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce que j'ai 2 salles de bain ou pas? Alors là, non, vous n'avez pas 2 salles de bain. Vous avez une salle de bain complète, c'est-à-dire avec lavabo, douche ou baignoire, et vous avez une salle d'eau et toilette. Et puis vous avez une salle d'eau, donc des toilettes indépendantes. Avec un petit lave-main parfois. Avec un petit lave-main et de temps en temps. Et puis, dernière chose dont on parle souvent et qui est importante, c'est quand on achète, c'est j'ai vu une maison aller en vente à 500 000 $, mais l'évaluation municipale est à 400 000. Est-ce qu'on n'est pas en train de m'arnaquer ou quelque chose comme ça? Eh bien non, on n'est pas en train de vous arnaquer. L'évaluation municipale, c'est le montant à laquelle votre maison est estimée à des fins de taxation par la mairie. Ça ne reflète pas ou ça reflète de façon très lointaine. On pourra en discuter lors d'une prochaine capsule sur ça, mais ça reflète de façon très lointaine la valeur du marché. Donc non, s'il y a une différence entre l'évaluation municipale et le prix de votre maison, ça peut être tout à fait normal. Ça peut être tout à fait normal. Pas de panique. Soyez rassurés. Alors, aujourd'hui, on a eu une question. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions sur notre email. La parenthèse immobilière à commercial@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. On va vous le réécrire. On va vous le réécrire, mais n'hésitez pas, ça nous fait super plaisir. Et on remercie Catherine de nous avoir posé une question sur l'assurance. Elle nous posait la question de savoir, je suis en France, j'ai trouvé l'appartement, je dois m'assurer, comment est-ce que je fais et est-ce que j'ai intérêt à cumuler cette assurance avec par exemple une assurance voiture ou autre. Trouver une assurance, tu le sais, c'est relativement facile parce que sur Internet, vous avez plein de sociétés qui vous proposent une assurance habitation. L'assurance que vous aurez, vous, en termes de locataire, par exemple, c'est une assurance où vous assurez vos biens propres et puis votre responsabilité civile. Vous pouvez magasiner sur Internet sans aucun problème, vous allez voir plein de choses. Oui, il peut y avoir un intérêt à aller auprès de la banque que vous avez choisie, parce qu'elle va vous proposer un package avec votre compte en banque et tout ce qui va avec, l'assurance habitation, très souvent l'assurance voiture, une assurance, et vous allez avoir des discounts sur toutes ces choses-là. Ma recommandation, c'est quand même de comparer, de toujours aller voir un peu partout, et puis de comparer le meilleur prix pour vous. Mais en tout cas, c'est très simple, et cette assurance, notamment en cas de location, va vous être demandée avant la remise des clés. Il faut vraiment penser à le faire avant la remise des clés parce que le propriétaire veut s'assurer que la bâtisse est assurée, que vos biens sont assurés, que votre responsabilité est assurée avant que vous preniez possession du bien. Il faut quand même savoir que ça crame très vite ici. Les structures sont principalement en bois, donc il faut y penser. Et puis les propriétaires sont très sensibles à ça. Voilà. J'espère que cette explication de texte va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre adresse courriel. Donc la parenthèse immobilière à commercial@gmail.com. Voilà. Et on attend vos commentaires et on attend vos questions. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.